Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Et ouais, c'est une putain de review que beaucoup attendaient parce que c'est celle qui fonctionne le mieux sur la chaîne. Il y a quelques jours, il y a la seconde partie de la saison 2 de Valkyrie Apocalypse qui est sortie. Je l'ai regardée et je me dois de te partager mon avis. Si t'aimes ce type de contenu comme d'habitude, tu likes, tu me le fais savoir dans les commentaires. Et si tu passes par ici par hasard, eh ben tu t'abonnes frérot. Brièvement, Valkyrie Apocalypse, pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, c'est tout simplement des combats de jeux contre humains pour décider de l'avenir de l'humanité. Comme dans chaque vidéo, je te le précise, mon but c'est de critiquer l'adaptation Netflix. Je vais pas critiquer le manga parce que je l'ai pas lu et ça se voit c'est une dinguerie. Par contre l'adaptation là, si je peux cracher dessus, on va y aller hein. Pour commencer, faut noter qu'il y a eu 5 épisodes. Et ces épisodes là, elles retracent qu'un seul combat, le combat de Bouddha. Bouddha, un des personnages emblématiques de Valkyrie Apocalypse, qui a un charisme de fou et qui a retourné sa veste au dernier moment. Et ouais, Zeus lui avait demandé de participer au Ragnarok, mais du côté des dieux. Et lui, quand il est rentré dans l'arène, il a retourné sa veste, il s'est mis du côté des humains. Changement de programme en fait, je vais me battre du côté des humains. Merci de votre attention. Faut avoir des grosses couilles pour faire ça, faut l'avouer. On en profite aussi pour connaître son adversaire qui s'appelle Zero Fuku. Oh, regarde, t'as vu, c'est le 7 dieux du bonheur. Lui, c'est une entité un peu particulière, il va représenter les dieux, et il faut savoir que son corps a été scindé en 7 divinités. Pour retrouver son pouvoir originel, il a dû fusionner donc avec les 7 dieux du bonheur et devenir Zero Fuku. Non, dieux du bonheur n'ont jamais été 7. Il n'en existe qu'un et un seul. Zero Fuku. C'est une des divinités les plus malfaisantes et sinistres qu'on a vues jusqu'ici. Par la suite, on en apprend beaucoup sur la backstory des deux personnages. Faut savoir que leur destin était lié. Et pour moi, leur rencontre aujourd'hui lors du Ragnarok, elle prend tout son sens. Zero Fuku, de base, c'était un dieu super gentil. Il aimait les humains, il voulait juste les rendre heureux. Ah, parfait, c'est un temps idéal pour aller répandre le bonheur. Pour aider les humains à être heureux, son idée c'était d'absorber tous les maux de l'humanité. Une personne qui a une maladie incurable par exemple, Zero Fuku va l'absorber, donc c'est lui qui va souffrir à la place de l'autre pélo, et donc lui il a plus qu'à être heureux. Et il fonctionnait que comme ça. À un moment il avait accumulé beaucoup trop de souffrance, et il s'est dit là il n'y a pas de raison que les gens soient pas heureux, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de malnutrition, il n'y a plus de maladie. Il fait un tour dans un petit village, et il voit que justement le fait d'avoir retiré toutes les épreuves de la vie d'un humain, ils ont tous sombré dans la débauche, dans les excès, et ils sont devenus encore plus dégueulasses qu'avant. Il commence à péter un câble parce qu'il dit j'ai fait tout ça pour rien. Je suis en train de souffrir de sa grand-mère parce que j'ai absorbé toutes les souffrances de l'humanité, et c'est comme ça qu'on me le rend. En parallèle, il rencontre Bouddha. Bouddha, faut savoir qu'il est carrément aux antipodes de Zero Fuku au niveau philosophique. Lui, dans son délire, c'est je mène ma vie comme je l'entends, si j'ai envie de faire du bien, je fais du bien, si j'ai envie de rien foutre, je fous rien. Et avec cette philosophie-là, il a amené justement à faire plein de bonnes actions et à attirer plein de disciples autour de lui. Plein de gens ont suivi sa voie. Même s'ils étaient dans la précarité, ils étaient pas forcément riches, etc., ils semblaient tous heureux. Et Zero Fuku, ça l'a rendu dingue. Il s'est dit comment ça se fait, un humain, il arrive à les rendre heureux en faisant strictement rien, et moi je me suis déchiré pour eux, et ils font preuve d'ingratitude comme ça. Et c'est comme ça qu'il a développé une haine contre les humains, et surtout une haine contre Bouddha. Il voulait le détruire. En conclusion, c'est comme ça que c'est devenu un être totalement malfaisant et qui va en découdre avec Bouddha aujourd'hui. On apprend aussi à connaître les armes qui vont être utilisées durant leur combat. Concernant Zero Fuku, il a la hache des lamentations. Tes yeux ne te jouent pas des tours, mon petit Arès. Cette arme absorbe les malheurs de Zero Fuku comme une véritable éponge. C'est pour cela qu'on la surnomme la hache des lamentations. Tout simplement, sa hache va absorber tous ses ressentiments et sa haine pour devenir plus forte et envoyer des attaques plus dévastatrices les unes que les autres. Bouddha, lui, va se servir de 2 armes. Le sceptre des 6 destinées, c'est un sceptre qui a 6 formes différentes et qui va se servir des sentiments de Bouddha et des circonstances pour avoir plusieurs formes. Sceptre des 6 destinées, numéro 4. Voix des démons Ashura, Avalokiteshvara à 11 têtes. Bouddha a aussi un pouvoir de divination, ce qui fait qu'il peut anticiper les attaques de Zero Fuku. C'est un peu le haki de l'observation qu'on peut voir dans One Piece. Maintenant dans ce combat, pour être honnête avec toi, il n'y a pas eu de grande surprise, c'était un combat à sens unique. Bouddha était largement au-dessus de son adversaire, mais c'est surtout ce que raconte le combat qui est intéressant, avec Zero Fuku qui évolue tout au fil du combat, pour à la fin se trouver admiratif envers Bouddha et devenir un de ses premiers fans.
il y a un petit truc que je t'ai pas encore dit. Je t'aime bien, tu sais. Ouais, le combat, Bouddha l'a gagné, mais il a aussi gagné un ami. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cette première partie? Pour les points positifs, ça change pas, hein, je kiffe toujours le concept de base de faire affronter des dieux contre des humains. La VF, elle pète sa mère, elle passe super bien. Et on a aussi des OST de grande qualité. Le thème de Bouddha, par exemple, c'est une dinguerie. Maintenant, le combat en lui-même, bah j'ai aimé tout ce qu'il racontait. Le combat, il était pas fou, hein, niveau animation, niveau chorégraphie de combat, etc. Il y avait rien de badass de fou. Mais j'ai envie de te dire, l'évolution des personnages, elle était incroyable. On avait deux personnages que tout opposés, et à la fin ils se réunissent ensemble. Ils étaient premièrement opposés sur la philosophie de vie, donc comment rendre heureux les humains, mais aussi ils ont beaucoup insisté sur le fait que c'était deux adolescents qui se tapaient. Avec Zero Fuku qui représentait une crise d'adolescence avec sa haine et sa jalousie, et Bouddha, lui, dans son adolescence qui vivait sa meilleure vie. Là-dessus, j'ai rien à dire, c'est un des combats qui raconte le plus de choses et qui a le plus de sens par rapport à tous les combats qu'on a vus jusqu'ici. J'ai même eu de la peine pour Zero Fuku, alors que de base, il me foutait la haine avec ses crises d'ado. Maintenant, dans l'exécution, c'est autre chose, c'était un combat très linéaire qui allait que dans un sens, il n'y avait pas de surprise ni rien. Mais je parle bien sûr de la première partie, parce que la seconde partie, attention. Et ouais, Bouddha a gagné Zero Fuku, mais le combat est pas pour autant terminé. Parce qu'à la fin, Zero Fuku reprend sa forme de gentille divinité et remercie Bouddha. Mais c'est à ce moment-là qu'il se fait posséder par une entité démoniaque. Mon petit gars! Une entité vient de prendre possession de son corps dans une animation qui était pas mal pour être honnête avec toi. Et là on fait la connaissance de Mara, le roi démon du 6ème ciel. Je crois qu'il a appelé Ajun dans la version japonaise. C'est un démon légendaire qui avait apparemment détruit les 3/4 de l'enfer et là qui se retrouve dans le Ragnarok par hasard. Au niveau de son apparence, y a rien à dire, hein. Son apparition elle est ultra badass. Il fait flipper sa grand-mère, il a l'air puissant, ça se voit qu'il est méchant juste pour être méchant et qu'il veut juste monter en l'air tout le monde. On comprend aussi rapidement que là ça va être une autre paire de manches pour Bouddha, autant la première partie c'était super simple, mais là il est dans la merde. Il est surtout dans la merde parce qu'avec Mara, son pouvoir de divination fonctionne pas du tout. Il peut pas l'utiliser, il peut pas anticiper les attaques. Et Mara en plus il rigole pas, il est puissant sa grand-mère. Dès les premières attaques du roi démon, on se rend bien compte de la différence de puissance avec Zero Fuku. Même Bouddha, il a du mal à esquiver ses attaques, il les prend de plein fouet et il a même été blessé. Après un combat assez acharné, Bouddha se décide de montrer une autre facette de son sceptre, un truc qu'il avait jamais utilisé parce que c'était lié à un sentiment qu'il avait abandonné depuis longtemps. Le sceptre des 6 destinés se transforme en accord avec les émotions de Bouddha. Sceptre des 6 destinés, numéro 5, voix des esprits affamés. En cet instant précis, le cœur du Bouddha était empli d'une émotion dont il s'était jadis débarrassé pour sa toxicité. La haine. Ouais, il avait la haine contre Mara parce qu'il avait tué Zero Fuku. Le combat à partir de là, il devient un peu plus équilibré. Et Mara, étant donné qu'on sent aussi qu'il commence à sentir la puissance de Bouddha, et bah Bouddha, ça lui permet de récupérer son pouvoir de divination. Et là, ouais, il commence à esquiver des attaques, à bien se débrouiller, etc. Mais c'est pas suffisant. Mara, il le monte en l'air avec une ultime attaque, et Bouddha est laissé par terre pour mort. Combien de temps vas-tu pouvoir tenir comme ça? Dion divine! Quelques secondes plus tard, il retrouve ses esprits, et là il saisit l'arme de Zero Fuku. En tout cas ce qu'il en reste. Et il décide de faire appel au pouvoir de Volundir. Volundir, pour ceux qui savent pas, ou le Volund, je sais pas si je le prononce bien, c'est en fait le fait de fusionner une arme avec une divinité ou une Valkyrie et en faire une arme divine ultime. L'arme de Zero Fuku a donc subi une fusion avec l'âme de Zero Fuku. Ça a donné une putain d'arme magnifique, on aurait dit un Zanpakuto mon pote, un Bankai. À deux sur le même lotus, Zero Fuku. Pouvoir du Samavadana. Force de Volund. Son illumination tout entière se trouve matérialisée à l'intérieur. Dans les pouvoirs de cette nouvelle arme, on retrouvait les caractéristiques de Zero Fuku et celles de Bouddha. À savoir pour Zero Fuku, tout ce qui était absorption, mais cette fois ça absorbait pas les lamentations, les malheurs de Zero Fuku, mais ça absorbait la bienveillance de Bouddha. Donc autant te dire que ça allait envoyer du lourd. Dans une attaque ultime, avec un plan ultra badass de Bouddha, Bouddha arrive à faire son attaque et à couper en deux Mara, et ça met fin au combat. Maha, Parinirvana.
Maintenant, je t'ai fait la partie review, mais j'en ai pensé quoi de cette deuxième partie? On retourne aux sources. Donc on revient sur les combats de base qu'on a vu dans Valkyria Apocalypse. Donc de la violence pour de la violence. Ça raconte pas grand chose, à part le passé légendaire du roi démon, mais j'ai envie de te dire, on voulait de la castagne, on en a eu. Ce que j'ai pas compris, Mara apparaît au milieu de l'arène, il est entouré de dieux et d'humains ultra puissants, et sans forcer de participer au Ragnarok en mode ouais, j'ai envie de tester mes nouveaux pouvoirs, et étant donné que t'es là, je vais les déchaîner sur toi. Frérot, va attaquer Zeus, Hadès et tout, va les voir directement. Apparemment, t'as détruit les 3/4 de l'enfer, monte-nous. Mais globalement, sur cette deuxième partie, bah déjà, j'ai beaucoup apprécié. Parce que moi je suis fan des animés où tu te prends pas la tête, je m'en pète à rien du scénario, mais s'il y a du spectacle, je suis content. Par contre oui, on retrouve encore des gros points faibles. J'en ai déjà parlé, mais l'animation des fois elle est catastrophique. Autant des fois, c'est ultra badass avec une mise en scène de fou. J'ai envie de parler par exemple de l'entrée des adversaires dans l'arène. À chaque fois ils font les choses bien, les présentations, le speaker il a une bonne voix et tout, ça envoie bien la hype. Mais autant des fois c'est éclater sa grand-mère. Par exemple dans le combat contre Mara, des fois ils échangent des gros coups d'épée. Sauf que quand tu le vois de loin, bah y a aucune chorégraphie de combat, y a juste leurs mains qui bougent, mais tout leur corps il est statique. Non, j'ai envie de te dire, c'est des dieux qui frappent, normalement y a le sol qui explose, y a des tremblements, y a des trucs de barjo, bah là non y a rien, y a le strict minimum. J'en ai pas parlé aussi, mais au niveau de l'animation, y a aussi de la CGI qui est utilisée, et pour le coup je trouve qu'elle est très bien amenée. Pour représenter les attaques ultimes, etc., c'est très bien fait, honnêtement je m'en plains pas. Mais l'animation au global elle pue la merde, faut avouer. J'abuse même pas, mais c'est 90% de plans fixes, avec des petites lumières qui jaillissent par-ci par-là, des petites étincelles, mais il y a rien de fou. Aussi, il y a un autre truc que j'ai trouvé cher, long et totalement inutile, c'est pour ça d'ailleurs que dans la review j'en ai pas du tout parlé, c'était le flashback concentré sur Bouddha. Oh Bouddha on en savait assez, pas besoin d'aller creuser comme ça pendant un quart d'heure, on s'en fout de son histoire. Non, on voyait le personnage, il était nonchalant, insolent, il vivait sa vie comme il le souhaite, comme un adolescent, ça me suffisait. Je voyais aussi le lien qui était lié avec Zero Fuku, ça m'en amenait un peu plus, mais je connaissais le personnage. Pas la peine de me raconter son origin story, ouais c'était un prince, après il s'est barré de chez lui parce que son meilleur pote il est mort, je sais pas quoi. Ça ramenait rien à mon sens. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, tu me le diras dans les commentaires, mais moi personnellement ça m'a ennuyé. Maintenant, s'il y a un truc qui m'a vraiment manqué sur cette deuxième partie, c'est les interactions avec le public. Mais on s'est détourné un peu du public pour se tourner vers les interactions entre les dieux. On a vu Hadès intervenir, d'ailleurs un putain de personnage badass aussi, un charisme de fou. Il a eu des interactions avec Zeus, il a raconté l'histoire de Mara justement, donc ça c'était super intéressant. On a aussi eu du grand Brunhild, avec sa manipulation de fou pour faire participer Bouddha du côté des humains, ça j'ai kiffé. Pour moi le plus gros point faible, c'est d'avoir sorti 5 épisodes, ça fait 1 an qu'on les attend, tout ça pour nous donner un seul combat. C'est trop long les frérots, accélérés. Sinon globalement oui, si tu regardes l'animé pour pas te prendre la tête, tu passes un bon moment c'est sûr. Bien sûr que je louperai pas la suite, on se retrouvera sur YouTube pour en parler justement, avec plaisir. Surtout qu'à la fin on a une scène supplémentaire où on nous montre le prochain combat. Et Hadès, sur ses petites apparitions déjà, j'ai vu qu'il a choqué tout le monde. Il rentre dans l'arène pour en découdre et venger son frère Poséidon qui s'est fait malmener par Sasaki. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!